Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais aborder le chapitre 1 qui s'intitule Introduction à la théorie du rayonnement électromagnétique. Donc, j'ai commencé ce chapitre par vous faire un petit résumé de ce qu'on avait abordé la fois dernière en introduction. Et puis, je vais aborder ensuite les équations de Maxwell, de manière générale l'électromagnétisme mais appliqué aux antennes. Et on va terminer par certains, on va dire les coordonnées sphériques qu'on aura besoin pour aborder les outils mathématiques pour calculer les champs électromagnétiques des antennes. Voilà. Issus des antennes. Donc, pour rappel, ici, dans cette planche, comme les gammes de fréquences radioélectriques, hein, donc je les rappelle parce que c'est important, donc il faut les apprendre. Vous avez ici les différentes gammes de fréquences. Essentiellement, ces divisions de gammes de fréquences elles sont liées aux applications qu'on a dans notre quotidien, que ce soit dans le domaine privé, public, même médical ou industriel. Voilà. Donc, typiquement pour les télécommunications, on travaille pour tout ce qui est radiodiffusion. Historiquement, bon, c'est toujours un petit peu le cas. On est dans le BF, MF, HF. Après, pour ce qui est des téléviseurs, on est dans des applications VHF, UHF. La TBF, c'est et la BF, c'est pour l'électricité. Pour les télécoms tels que les téléphones cellulaires, on serait dans la bande UHF, donc on serait à partir de 1 GHz, hein, ou même en dessous. Pourquoi je parle de 1 GHz? Parce que typiquement, on travaille, c'est-à-dire à 1 GHz commence la bande micro-ondes et se termine à 300 GHz, où on va, à partir de 300 GHz, on va voir l'optique, c'est-à-dire la gamme optique. Donc, dans cette gamme, je viens de citer 1 à 300 GHz, il y a toutes les applications à micro-ondes. Donc, classiquement, vous avez les appareils, c'est-à-dire qu'on utilise au quotidien, ou les appareils industrialisés. Voilà. Après, bon, là, je vous ai donné quelques conversions de fréquences, leur dénomination qu'on va utiliser tout au long de l'année. Donc, vous avez HZ, c'est pour Hertz, kilohertz, d'accord? Et puis la MHZ, c'est mégahertz, GHZ, c'est gigahertz, THZ, terahertz. Vous avez ici à quoi correspond chaque unité. C'est-à-dire, j'ai donné différents exemples. Vous garderez ça tranquillement. Il y a aussi, j'ai parlé des bandes de la gamme micro-ondes. Donc, il y a ce qu'on appelle la bande L. Elles sont divisées dans ce qu'on appelle une bande. C'est une largeur de fréquence. Sumk, qui met une bande, ça serait charet, mais en réalité, ça serait une largeur, donc c'est plus une largeur de fréquence qu'on appelle ça bande. D'accord? C'est le langage visuel. Donc, il y a la bande L. En anglais, on dira L-band. Donc, on retrouve un petit peu la même dénomination. Comme on a donc la bande L, bande S, bande C, bande X, bande KU, la bande KA. Vous voyez, en fait, chacune est caractérisée par une largeur de fréquence. D'accord? Vous le voyez, la bande W, la bande V, la bande Q, etc. Donc ça, ce type de bandes sont utilisées en télécom aussi. Par exemple, quand quelqu'un place son BTS, il vous parle, donc il va émettre en bande KA, KU.
hein, ou le satellite. Hein, ils vous définissent la bande dans laquelle ils émettent. C'est accompagné aussi, ces types de bandes aident à normaliser les outils donc, de mesure et de composants qu'on va réaliser dans le cadre industriel pour les vendre dans le marché. Bon, il y a d'autres raisons aussi, mais je vous ai énuméré les plus, je pense, l'essentiel. Tout de suite, je vais parler du principe d'une liaison de télécommunication. Donc, il y a ce schéma bloc de Telcom. De manière générale, une communication ou une télécom se fait tout d'abord, déjà, on a un message qui est la parole, par exemple, ou une image, ou un son. Donc, ça revient à de la parole, là. Ou même des caractères qui vont être codés. Hein, le codage, vous avez tout, donc vous allez numériser, par exemple, votre message. Vous allez le coder avec une modulation. Hein, donc là, vous avez différentes modulations. Ensuite, après un codage, bon, il y a d'autres types de codage. Hein. Je ne vais pas m'étaler dessus. Vous verrez ça les années, enfin, Inch'Allah. Ou même vous le ferez dans d'autres modules, je ne sais pas. Vous avez, après codage, on va émettre. L'émetteur, c'est tout ce qui est donc les composants analogiques, donc hyperfréquences qu'on va utiliser. Donc, notamment, vous allez avoir les filtres, les mélangeurs, les amplificateurs, et en fin de votre chemin, vous avez donc les supports de transmission. Donc, le support de transmission, il va être va caractériser ce canal de transmission. Et donc, le canal de transmission, il va être soit donc, avec le support associé à un support filaire, donc, qui peut être une ligne de transmission, donc, qui peut être une fibre optique, des guides métalliques. Donc ça, c'est les supports filaires. Donc ici, vous avez un schéma bloc, par exemple, d'un émetteur et d'un récepteur. J'aurai un support filaire. Ou bien, ce canal de transmission est caractérisé par l'environnement donc, de transmission. Toujours. Donc, pour le cas de filaire, c'est l'environnement étant le câble, par exemple la fibre optique. Et l'émetteur et le récepteur, ce seront la diode émettrice et la diode réceptrice. Et pour l'exemple aussi de l'espace libre, donc ce qui nous intéresse, c'est que le support serait les antennes, donc l'antenne d'émission et de réception, et le support de transmission serait l'espace libre. Voilà. Donc ensuite, lorsqu'on détecte le signal, que ce soit le support qui soit donc le canal de transmission qui soit caractérisé par le support mais plutôt du ligne de transmission ou de l'antenne avec en détection. Donc, on va recevoir le signal et on a ce qu'on appellerait ici ce que j'ai défini ici comme décodage, puisqu'on a codé, on va décoder. Puis on va recevoir on va voir toute la chaîne de réception. Et ensuite, donc, on restitue le message, donc sous forme de son, d'image ou de caractère. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse tout de suite, c'est qu'on va s'arrêter, nous, dans notre cas, on va s'intéresser à ce type de schéma, c'est-à-dire où j'ai un émetteur, le support, c'est l'antenne, avec l'espace libre, l'antenne de réception et l'antenne d'émission, et l'espace libre. Voilà. Donc, intéressons-nous un petit peu à cette liaison et ce canal de transmission qui est caractérisé par mon antenne
émettrice, réceptrice et l'espace libre. Donc, il faut que je m'intéresse un petit peu à cette physique. Alors là, j'ai donné l'exemple donc ici d'une antenne dipôle, donc en émission et en réception. Donc moi, je vais envoyer mon message qui va être caractérisé par ce courant variable, donc dans le temps. Et ce courant variable dans le temps qui va circuler dans cette antenne va me générer une onde électromagnétique. Donc cette onde électromagnétique que j'ai schématisée ici, donc qui va être représentée, donc l'onde électromagnétique générée par l'antenne à grande distance, donc on appelle d'ailleurs cette onde plane, va voyager dans l'espace libre qui est caractérisé par le vide et va être détecté par l'antenne de réception. Lorsque l'onde électromagnétique va rentrer en interaction avec l'antenne de réception, il va générer un courant proportionnel à l'onde électromagnétique. Et ce courant-là va être transmis vers la chaîne de réception, où il va être traité. Et bien sûr, on va pouvoir restituer à partir de ce courant le message sous forme d'images, de vidéos, d'images vidéo ou de son ou autre. Voilà. Donc, mon antenne dipôle, je ne l'ai pas choisi pour rien. Donc, vous voyez que c'est donc un fil métallique là, donc, qui est alimenté à sa base, donc au centre. Donc, si on schématise un petit peu ce fil-là qui est traversé par un courant, ben, c'est un petit peu, on fait là de l'électromagnétisme. Et en électromagnétisme, lorsqu'un fil est traversé par un courant, donc ça veut dire déjà, si j'ai un courant, ça veut dire que j'ai des charges. Si j'ai des charges, ça veut dire que j'ai un champ électrique. Et si je mets ces charges en mouvement, ben, j'ai un champ magnétique. Donc là, vous voyez un petit peu, j'ai schématisé le mouvement d'un courant qui va créer un champ magnétique. Donc c'est un petit peu ce type de principe qu'on va reprendre, comprendre un petit peu comment est-ce que l'antenne va me générer mes champs électromagnétiques. Donc là, je vous montre un petit peu, par exemple, mon dipôle qui est donc ce fil métallique. Donc je vais cette fois-ci alimenter mon antenne, comme j'ai dit, par un courant alternatif. Donc là, il est alternatif, donc c'est variable. Donc ce courant-là, lorsqu'il va traverser ce fil, eh ben, il va me générer un champ électromagnétique, donc qui sera déjà, bon là j'ai représenté le champ électrique, là c'est cette sinusoïde là. Donc vous avez la variation du champ électrique au départ, comme je suis proche de l'antenne, je vais avoir un champ, une amplitude d'un champ électrique qui est fort, et plus je vais m'éloigner de l'antenne, plus l'amplitude de champ électrique va tendre à diminuer, en fait, il va diminuer l'amplitude de manière exponentielle jusqu'à s'aplanir, donc il va devenir plat. Et là, il va être assimilé à une onde plane. Donc c'est d'où on définit classiquement différentes zones dans les antennes. Une zone proche, où j'ai le maximum d'amplitude, une zone intermédiaire où l'amplitude tend à diminuer, mais qui est relativement encore, c'est-à-dire varie de manière, c'est-à-dire fortement en fonction c'est-à-dire du rayon, c'est-à-dire de la distance dans laquelle je me trouve par rapport à l'antenne. Et le champ lointain, eh ben, c'est là où je vais avoir la zone plane. Donc, on va parler d'onde plane. J'y viendrai, on en reparlera plus tard, tout au long du semestre, de ce que c'est cette onde plane. Donc, ici, donc, je schématise un petit peu ce que je viens de dire. Donc, j'ai cette variation-là, différentes zones. Et puis là, j'ai mon onde plane que je viens de retrouver. Et c'est ce que je vais dire que j'émets en réel de mon antenne. Donc, c'est un champ électromagnétique donc, qui a une forme plane comme ceci. Si j'envoie une sinusoïde, ben, je vais avoir une sinusoïde. Donc là où je vais avoir donc plan parce que le champ électrique, donc son amplitude, on va voir,
une variation hein, qui va varier dans le temps, mais qui sera plan. Voilà. Donc ici, je reprends un petit peu la même chose, où là, il s'agit, donc je montre liaison classique antenne, donc on récapitule, j'envoie un courant, j'ai créé un champ électromagnétique qui est donc à grande distance, qui va être une propagation d'une onde donc transverse électromagnétique, hein, TEM, c'est le mode. Donc, pourquoi transverse? Parce que le champ électrique est perpendiculaire au champ H. Et bon, la direction de propagation, c'est suivant donc l'orientation de l'antenne. Et donc, l'onde va se propager et va être reçue par l'antenne de réception. Bien sûr, ce champ électromagnétique va, c'est-à-dire l'espace libre a comme propriété d'atténuer donc l'amplitude du champ électromagnétique. Plus on s'éloigne de l'antenne d'émission, plus l'amplitude diminue. Bon. Là, ça nous amène, maintenant qu'on sait que l'antenne émet des champs électromagnétiques, donc ça nous amène à utiliser donc des opérateurs donc, qui permettent de définir ce que sont ces champs électromagnétiques ou comment est-ce qu'on peut les générer. Et pour cela, il nous faut des outils, c'est-à-dire qui rendent compte du comportement de ces champs électromagnétiques. Donc, ces phénomènes donc, électromagnétiques sont exposés sous forme d'équations qu'on appelle équations de Maxwell, car c'est Maxwell qui les a mis en place. Donc, ces équations sont écrites sous forme de 4 équations et elles valent donc c'est-à-dire ça c'est des opérateurs analytiques, donc qui est un rotationnel. Donc, rot, ça veut dire rotationnel de E. J'en parlerai plus loin. Égal à, donc E étant le champ électrique, égal à moins dB sur dt. Hein, et cette relation-là, on l'appelle loi de Faraday et de Maxwell, car elle découle de la loi de Faraday. Donc, on a retrouvé cette équation à partir de la loi de Faraday. Et ça, ces équations telles que je vous ai écrites ici, c'est dans un schéma où on a ce qu'on appelle c'est-à-dire c'est un schéma électrodynamique. Donc, on a les champs électromagnétiques se comportent comme des ondes. Hein, d'accord? C'est-à-dire je génère une onde, c'est-à-dire sont générés à partir d'une onde, c'est-à-dire un courant qui est ondulatoire. Il y a une deuxième équation ici qui est le rotationnel de H. Rotationnel de H vaut d de d sur dt plus j, vecteur j. Alors ici, d est ce qu'on appelle l'induction électrique, donc qui vaut epsilon E, donc E étant le champ électrique. Epsilon, donc c'est la permittivité électrique, donc D vaut donc epsilon. Donc epsilon, c'est lié au milieu dans lequel nous sommes. Donc ici, notamment ces équations de Maxwell sont écrites dans un milieu où les phénomènes électriques sont prédominants, c'est-à-dire, par exemple, un milieu électrique, vous avez des matériaux tels que le métal, je dirais même le diélectrique tel que le bois, le plastique. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on va définir, ce sont des milieux où les phénomènes électriques sont prédominants. Donc epsilon va varier en fonction du milieu où il se trouve, c'est-à-dire où on est, c'est-à-dire le champ électrique, où est-ce que se trouve plutôt le champ électrique, dans quel milieu se trouve le champ électrique. Donc là, ça va me donner ici le rotationnel du champ H, donc H étant le champ magnétique, égal à la dérivée du champ électrique, finalement, dans le temps, plus le courant, la densité de courant.
Alors, cette équation, elle est issue de la loi d'Ampère et de la loi de la conservation des charges. Là, on a une autre équation qui donne divergence de B égale à 0, B étant lié au champ magnétique. Donc, B est égal à mu H, mu étant la perméabilité magnétique du milieu. Donc, pareil, ça dépend du milieu où je me trouve. Donc, cet indice est une constante, comme epsilon est une constante, sauf que epsilon définit donc, la constante liée aux propriétés électriques du milieu, et mu donne une constante liée aux propriétés magnétiques du milieu. Donc, B est lié à, donc l'induction magnétique est égale à mu fois le champ magnétique, H. Donc là, cette loi est appelée, rend compte de la conservation du flux d'induction magnétique. Ensuite, on a la divergence D, est égale à ρ, ρ étant la densité de charge. Alors, ça dépend. Si on considère une surface, ça va être la densité de charge dans la surface, donc c'est la densité de charge surfacique. Et si on est dans un milieu qui est, par exemple, on considère un volume, ce sera la densité de charge volumique. C'est la quantité de charge dans un volume ou la quantité de charge dans une surface. Et donc, divergence D, où j'aurai divergence E, pareil, puisque D est égal à epsilon E. Donc, ça sera divergence E qui est égale à ρ sur epsilon. Et là, c'est lié au théorème de Gauss, que vous connaissez. Vous avez fait en électrocinétique, pour la majorité d'entre vous. Donc, là, considérant donc l'écriture c'est les équations de Maxwell. Ces équations de Maxwell, comme j'ai parlé, là, je vous introduis l'histoire des milieux. Et bien, ces équations peuvent changer en fonction du milieu où on se trouve. Donc, par exemple, si on est dans un milieu où les phénomènes magnétiques sont prépondérants, vous voyez que le rotationnel, il va s'accompagner d'un courant magnétique, JM. Le rotationnel H va se simplifier. La divergence B n'est plus nulle. La divergence D, cette fois-ci, c'est elle qui est nulle. Et lorsqu'on est dans un milieu électrique et magnétique, c'est-à-dire les deux en même temps, donc je vais avoir une sorte d'écriture qui est le mix du milieu électrique et magnétique, comme vous pouvez le voir là. Cette forme d'écriture sont peu utilisées en électromagnétisme, enfin plutôt en télécommunication. Ils vont être plus utilisés, je dirais, en électrotech. Ce type de forme d'équation. Donc nous, ça ne nous concerne pas. Par contre, on va s'intéresser directement au cas du vide. Alors le vide, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il simplifie grandement les équations de Maxwell. Parce que lorsqu'on est dans le vide, le milieu en question, il n'y a pas de charge. Comme il n'y a pas de charge, donc je n'ai pas de courant qui est créé dans ce milieu, qui est l'espace libre. Donc je vais avoir les charges, donc ρ va être égal à 0 et J va être égal à 0. Donc, comme vous pouvez le voir, ça simplifie divergence E va être également à 0. Bon, divergence H qui est liée à cette équation-là, donc divergence B, étant donné que B égale à mu H, je vais avoir divergence H égale à 0. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, comme je n'ai pas de courant, le J, donc la densité de courant, est égale à 0, donc il va disparaître de cette équation-là. Je vais remplacer epsilon par epsilon 0, parce qu'en fait, je vais caractériser l'epsilon, donc la permittivité électrique de l'air qui vaut, donc epsilon 0, qui vaut dans un système donc, de SI, dans le système SI, donc le système international MKSA, il vaut 1 sur 36 pi 10 puissance fois 10 puissance moins 9.
et mu0, donc ça c'est la perméabilité du vide, ça vaut 4pi fois 10 moins 7. Hein. Ce sont des constantes. Hein. Elles ont été calculées expérimentalement. Donc voilà, donc nous on est dans le cas du vide, on va exploiter le cas du vide pour calculer ou comprendre comment les phénomènes électromagnétiques agissent donc, dans un milieu qui est l'espace libre, c'est-à-dire dans notre cas, puisque nous, l'antenne, je rappelle, va créer donc ici un champ électromagnétique parce que j'ai un courant. Dans le fil, je vais avoir un champ électromagnétique, mais comme il va le générer, ben, ce champ électromagnétique, ben, il va se propager dans le vide. Alors, avant de passer directement, c'est-à-dire à l'exploitation de voir les comportements physiques des champs électromagnétiques, j'ai besoin de comprendre un petit peu ces opérateurs que je viens de vous montrer ici, ce que c'est. On va parler vous présenter les opérateurs de l'analyse vectorielle. Donc ici, vous voyez les expressions des opérateurs vectoriels que nous allons utiliser. Donc vous avez le gradient, la divergence, le gradient d'un scalaire, la divergence d'un vecteur, donc qui se calcule comme vous le voyez ici. Donc V étant défini par une composante Vx, Vy, Vz, eh ben, je vais avoir donc l'expression de la divergence comme ceci. Donc, la dérivée sur x de la composante x, la dérivée sur y de la composante y et la dérivée sur z de la composante z. Le rotationnel s'écrit comme ceci. Hein. Donc, on fait le rotationnel d'un vecteur et la divergence d'un vecteur. On ne fait jamais la divergence et le rotationnel d'un scalaire. On fera le gradient d'un scalaire. Et le rotationnel vaut, comme j'ai dit, s'écrit comme ceci, mais il peut se déduire en faisant le déterminant du vecteur V, en faisant un produit vectoriel entre un vecteur qui serait un vecteur dérivé avec le vecteur V. Donc ce déterminant se calcule, donc vous allez faire une matrice, là on va calculer son déterminant. Donc si vous faites le déterminant d'une matrice à 3 vecteurs, ben, vous savez le calculer, donc vous allez retrouver cette expression-ci. Donc ces expressions-là que on a écrites là sont donc écrites en coordonnées cartésiennes. Hein. J'insiste parce que bon, ce qui va suivre, on va calculer on va utiliser les opérateurs en utilisant donc les coordonnées cartésiennes. Mais plus tard, on va dire dans le cadre du chapitre, la fin de ce chapitre, je vais en parler. Mais pour le chapitre suivant, on va passer en coordonnées sphériques. Donc, peu importe. Pour l'instant, on est en coordonnées cartésiennes. Donc, ce qu'il faut connaître, c'est le laplacien scalaire qui s'écrit d'une somme de dérivées secondes d'un scalaire. Vous avez le laplacien vectoriel qui s'écrit sous cette forme-là. Vous voyez comment il s'écrit. Vous avez ça va être le laplacien des différentes composantes du vecteur. Et puis, vous avez le nabla, c'est le fameux vecteur dérivé. Donc, c'est un opérateur qu'on a inventé. Il est très utile, notamment pour exprimer les divergences, c'est-à-dire les opérateurs vectoriels différemment, hein, parce qu'ils peuvent s'écrire le gradient pour simplifier l'écriture sous forme d'un nabla U, un nabla d'un vecteur, un nabla d'un scalaire pour le gradient, le nabla d'un vecteur pour la divergence, et le produit vectoriel entre le nabla et le vecteur V.
Donc, il y a des propriétés remarquables que je vous recommande de retenir et d'apprendre. Ce sont celles-ci. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est que la divergence d'un gradient, il vaut comment dire, le Laplacien d'un scalaire du vecteur U. La divergence d'un rotationnel d'un vecteur est nulle. Et le rotationnel d'un gradient d'un scalaire, il est nul. Et le rotationnel d'un rotationnel, il vaut cette expression-là que vous voyez. Donc, on va utiliser ces opérateurs vectoriels pour nos applications. Alors, maintenant, revenons aux équations de Maxwell. Prenons le cas d'un milieu donc, qui est le vide. Donc, j'ai réécrit ici les équations dans le vide. On a les valeurs d'epsilon r et de mu 0. Maintenant, supposons comme ça qu'on veuille s'amuser, enfin, qu'on veuille faire le rotationnel du champ électrique. Donc, le rotationnel d'un rotationnel du champ électrique, si j'utilise les propriétés vectorielles, donc ça vaut gradient d'une divergence V moins le Laplacien vectoriel de V. Et ben donc je vais remplacer juste le vecteur par E, puisque j'ai le vecteur électrique, du champ électrique, et qui s'écrit sous cette forme-là. Alors que nous, on sait que divergence E, il est nul, donc le gradient d'un scalaire nul, c'est nul. Pas besoin de faire la démonstration, vous faites la dérivée de 0, c'est 0. Donc ce qui va me rester, donc déjà ça, il va s'annuler, il va me rester le Laplacien du vecteur E, donc il va s'écrire là, comme vous voyez là. Mais le rotationnel de E, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut moins mu0 dh sur dt. Alors, je remplace ici. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir cette équation-là où je vais introduire le rotationnel dans la dérivée temporelle. Je peux le faire parce que le rotationnel est un vecteur qui fait des dérivées spatiales, donc il ne dépend pas du temps. Donc je peux introduire le rotationnel dans la dérivée temporelle. Ce qui fait que, au bout du compte, lorsque je vais remplacer le rotationnel h par sa valeur, qui est moins mu0 dh sur dt, pardon, c'est ici. Donc, rotationnel de h, il vaut epsilon 0 dE sur dt. Je remplace un an. Et ce que je vais obtenir, c'est que je vais obtenir moins mu0 epsilon 0 dE d2e sur dt2. Et en définitif, il va me rester ça qui va être égal à ça. Et ça va me donner ce type d'équation, donc le Laplacien de E moins 1 sur C2. Alors, pourquoi 1 sur C2? En réalité, c'est moins mu0 epsilon 0. Mais en réalité, mu0 epsilon 0 vaut 1 sur la vitesse de la lumière au carré. Donc, en fait, mu0, la vitesse de la lumière, je ne l'ai pas écrite ici, mais elle vaut 1 sur mu0 epsilon 0 racine carrée. Lorsque vous faites ce calcul-là, vous allez trouver une valeur qui est proche de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je vais avoir le Laplacien de E moins 1 sur une vitesse, donc la vitesse de la lumière, de D2. D2E sur dt2 égale à 0. Et ça, ce n'est rien d'autre que l'équation d'une onde. Donc, c'est la représentation classique d'une équation d'onde. Donc ça veut dire que si on analyse la situation, c'est que le champ électrique, il se propage comme une onde, puisqu'on a retrouvé l'équation d'onde, à une vitesse qui est la vitesse de la lumière. Alors, la même chose pour le champ H, on fait le même type d'opération, ça va être la même démarche, et on va retrouver que le champ H, donc le champ magnétique, se propage également comme une onde à la vitesse de la lumière. Donc, si on doit revenir
notre histoire là, de l'onde, puisque mon fil métallique va créer un champ électromagnétique, donc ce champ électromagnétique va voyager dans l'espace libre, et bien il va voyager dans cet espace libre, c'est-à-dire comme une onde, à la vitesse de la lumière. C'est un petit peu la conclusion qu'on a retirée des équations de Maxwell. Bon. Donc, le champ électrique est transverse par rapport au champ magnétique. Le produit vectoriel entre les deux va nous donner un vecteur P qu'on va appeler le vecteur de Poynting. Ce vecteur de Poynting, il aura pour intérêt de nous donner la direction de propagation et la puissance que génère donc ce champ, ce temps de plane TEM, donc la puissance électromagnétique de cet onde électromagnétique, donc TEM. Voilà. Bon, ça, je ne vais pas répéter, donc c'est une diapo en plus. Donc, on a l'antenne ici, l'onde plane. Donc là, j'ai l'onde électromagnétique créée, donc je vais avoir l'onde plane ici. Donc, voilà. Maintenant, on va parler tout de suite du potentiel retardé. Bon, là, je vais reprendre tout de suite. Je vais stopper